Poser des questions je termine à 10h et on peut prendre. Alors, comment ça se passe? Donc, on arrive à Saint-Brieuc. Il y avait ma grand-mère. Quand ma grand-mère voit ma mère, elle est consternée. Elle dit à des amis, mais ma pauvre fille, en parlant de ma mère, elle a l'air d'avoir 70 ans. Parce qu'une femme de la cinquantaine qui m'écrit beaucoup, ça marque beaucoup plus. Elle avait et puis elle avait des ulcères dans les jambes, elle était en très mauvais état. Et puis alors, j'ai mes deux sœurs aînées qui n'étaient pas à la maison, ça j'ai arrêté. Ma sœur aînée est infirmière anesthésiste en Bretagne Sud. Elle vient nous rejoindre, et elle va rester avec nous. Et puis j'avais une deuxième sœur qui était mariée avec un prisonnier de guerre, chacun a son histoire, qui s'était évadée du camp de prisonniers de guerre jusqu'à Marseille. Et alors là, il avait demandé à sa fiancée, rejoins-moi à Marseille. Et là c'est compliqué parce que Marseille, c'était la zone libre à l'époque. Alors, on l'a fabriqué une fausse carte d'identité, comme quoi elle était fleuriste, qui allait chercher des fleurs dans le Midi, alors qu'elle travaillait à Saint-Brieuc. Bon, alors elle passe, et puis elle arrive à Marseille, et là, ils se sont mariés. Et comme lui, comme prisonnier de guerre, il était recherché, puis ma soeur, assez vite, quand la zone sud a été occupée, il fallait qu'il fuit, parce que lui, prisonnier de guerre évadé, et elle, famille de résistants de réseau, etc., ils ont embarqué, ils ont rejoint l'Afrique du Nord. Lui s'est engagé dans l'armée Leclerc, et elle est restée là-bas, et elle, durant cette période-là, elle a eu un petit garçon. J'ignorais tout, parce que nous, les NN, on n'avait ni lettres, ni colis. Et eux, ma famille, ne savait pas ce qu'on était devenu. Et moi, je ne savais pas ce qu'il était devenu. Donc, quand j'arrive à Saint-Brieuc, ma deuxième sœur est rentrée d'Afrique. Et elle a un petit garçon de 3 ans. J'ignorais, on va dire. Alors, c'est la joie du retrouvailles, mais d'un autre côté, la mort de mon père, on apprend, et puis l'aspect qu'on a. Alors, ma grand-mère est choquée par l'aspect de ma mère. Moi, si vous voulez, jeune, on est moins marqué. J'avais beaucoup maigri, mais enfin, on est moins marqué. Et alors, ma soeur aînée, des collègues infirmières, etc., dit, on va la fêter. Elles me font un petit goûter tout à fait sympathique, des petits gâteaux, etc. Bon. Et je partage ça avec elle. Et puis, je commence à raconter un minimum de Ravensbrück. Quand j'étais battue, l'aspect des femmes, la mort tous les jours. Alors bon, les autres sont un peu consternés d'entendre tout ça. Et alors qu'après, bon, nous, on est reparti vers Bréa. Et ben, les amis de ma soeur aînée l'ont dit, mais ta jeune sœur, ce qu'elle raconte, et puis avec le regard qu'elle a, dans 10 jours, elle va être morte. On portait la mort en nous. On portait la mort en nous. Vous voyez, c'était affreux. Comment survivre à tout ça? On ramenait tout ça avec nous, vous voyez. Et alors, bon, on prend la route vers Bréa, on prend le bateau, on s'était arrangé que ça allait la mer pleine pour qu'on n'ait pas trop à marcher. Et sur le port de Bréa, le maire, une belle écharpe tricolore, les enfants avec des bouquets, accueil très très chaleureux, très sympathique. Bon, d'autant plus que ma mère, comme ça, de l'île, était connue, et puis mon père avait souvent rendu service pour des bébés malades, etc. Et on s'en va, si on peut dire tranquillement, avec la population qui nous accompagne jusqu'à la maison, et nous avons préparé un petit déjeuner tout à fait agréable. Voilà. Et puis la vie reprend. Alors moi, je me vais dans ma chambre, je remets ma robe de jeune fille, je flotte un peu dedans, mais enfin, à cet âge-là, ça va encore. Mais on avait un visage très creusé et très bon. Et puis j'ai commencé à avoir faim. Alors ma soeur aînée est restée quelques jours, elle a eu des congés, elle nous faisait à manger. Ma mère s'est mise à manger petit à petit. Mais moi, j'étais pris de boulimie. L'idée qu'il y avait dans un placard un petit reste de gâteau, oh, je ne supportais pas, je descendais la nuit manger. Ça s'est équilibré au bout de quelques temps, vous voyez. Mais on disait, avoir la nourriture, mais c'est une merveille, même si c'est des bricoles, il y a encore beaucoup de restrictions, vous savez, à l'époque. Et puis alors, je parle avec les voisins, j'essaie de leur raconter. Alors, il y en a qui me disent, ah, si vous savez, ici, on était bien malheureux. On avait bien il y avait des restrictions, on n'avait presque plus jamais de viande. Mais on avait tout de même les légumes des jardins.
enfin manger uniquement des carottes, des pommes de terre. Moi je me disais, des carottes, mais c'est un rêve. Pouvoir aller avoir des carottes, de la salade, tout ça pour nous, ils ne se rendent pas compte, ils se rendent pas compte. Bon. Enfin bref, ça passait difficilement, moi je leur racontais quand on était à Ravensbrück, quand il y avait un pissenlit qui sortait, un peu d'herbe verte, c'était la première qu'ils trouvaient le matin pour le manger. Voyez. Et je me souviens, je me suis assis dans l'herbe à côté de la maison, toute cette herbe verte, c'était une merveille, un pissenlit, il sortait un pissenlit, qui va le manger? Et là, on avait tout ça sous les yeux. Il fallait se réadapter et puis commencer un peu à être heureux. Vous voyez, commencer un peu à être heureux. Ma mère regrossissait, enfin bon, la vie a repris petit à petit. Mais alors, quand je racontais aux voisins l'histoire des enfants, par exemple, l'histoire des sélections de la chambre à gaz, c'était tellement atroce, l'histoire des expériences médicales sur des êtres humains, des jeunes filles qui avaient des plaies ouvertes dans les jambes, comme un animal de laboratoire. Les gens me regardaient et disaient, oh, est-ce qu'elle n'exagère pas? Est-ce qu'elle n'exagère pas? Alors du coup, j'entends que ça... il y avait ceux, si vous voulez, qui écoutaient, qui pensaient qu'on exagérait, et puis ceux qui niaient tout à fait. Alors je me souviens d'une grande dame de Bréa qui était très très pompétin. Et quand elle voit qu'on rentre, ma mère et moi, elle dit à une amie, moi je ne vais pas la recevoir dans ma famille. Parce que quand cette fille était à Ravensbrück, avec qui elle était? Quelle promiscuité! Probablement des voleuses, et des criminels, et des communistes. Je ne la recevrai pas dans sa famille. Bon. Alors la grande dame, elle a pu se taire, etc. Je me suis mis à tout écrire. Raconter la vérité pour ceux qui ne croyaient pas. Et j'ai tout écrit. Et ce manuscrit, dans les mois qui ont suivi, parce que je l'ai écrit assez long, et ce manuscrit est resté d'abord au silence. Et puis quand j'ai rencontré plus tard mon mari, j'ai rencontré quelqu'un, je me suis dit, oh celui-là c'est différent, il va comprendre. Et c'est le seul à qui j'ai fait lire dès l'automne mon manuscrit, sentant que lui comprendrait. Effectivement, et quelques mois après, à l'automne après, on se mariait. Et mon manuscrit était dormir jusqu'au printemps. Et là, à la Fédération des déportés, il y a un journal qui s'appelle Le Patriote Résistant. Et le journaliste qui travaillait dessus était un ami. Et un jour, il me demande, tu ne voudrais pas faire la préface? On a un témoin qui vient de faire son livre. Alors, je lui dis, bien sûr, je ne la ferai pas de notre camarade qui raconte son histoire de camp. Et puis en bavardant, je lui dis, mais tu sais, moi aussi j'ai un manuscrit, mais je n'ai pas voulu le publier. Alors il m'a dit, si, maintenant, nous sommes en 1998. Le temps passe. Maintenant, les gens écoutent davantage, il y a eu les films et tout ça. Passe le mois, je lui passe, il dit, il faut absolument publier ça. Et j'ai publié ce manuscrit qui sont mes souvenirs de camp. Tu en as ici, je vois. Tu peux le montrer. Voilà, c'est devenu ce livre-là, 1998. Voilà comment tout ça s'est déroulé. Et à partir de là, on a témoigné, on a fait des récits, on a fait des expositions. Oui, le temps ayant changé, au contraire, je vous en ai parlé. Et cette histoire qui au début ne passait pas, est venue écouter beaucoup plus. Voilà, alors toute l'histoire de la jeune fille qui a commencé à 16-17 ans dans la résistance. Et puis après, qui a refait toute une carrière professionnelle. Je suis rentrée à la recherche scientifique. Qui a eu 4 enfants. Et puis qui est aujourd'hui avec vous. Pour vous raconter tout cela. Voilà, alors, là, moi, je vais m'arrêter. Mais c'est vous qui allez me poser toutes les questions que vous voulez. On vous passera un micro. Et dites-vous qu'il n'y a aucune question tabou. Même des choses qui peuvent sembler bizarres, pour moi, rien de tout ça est bizarre parce que je comprends, on raconte des histoires tellement effroyables, extraordinaires, que je comprends que vous aviez du mal soit à me croire, soit
qui demandent des explications. Alors, je ne sais pas qui va passer le micro. Alors, qui a des questions à poser? Il y en a qui passent sur le micro, ça Oui, j'en ai un, je vais passer. Bon, alors écoutez, commencez. Qui veut pas manger? Il n'y a pas de questions tabou, vous voyez, secret. Allez. Est-ce que vous avez préparé des questions? Et soyez pas timide, vous savez, moi j'ai l'habitude que les élèves, pour un tas de questions, beaucoup qui peuvent les donner, mais commencez assez vite parce qu'on n'a pas tellement de temps pour discuter avec vous. Soyez pas timide, allez-y, n'hésitez pas. Allez. Pas de fausse pudeur, pas de timidité. Voilà, Je peux commencer. Oui, Morgane. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a fait tenir au camp? Qu'est-ce qui m'a fait tenir au camp? Oui. Alors, comment on a tenu dans des conditions aussi horribles? Eh bien, je dirais la première chose, on est résistant, on ne veut pas baisser les bras. Il faut tenir même dans les conditions pires. Et comment on va tenir? D'abord, le moral pour se tenir comme résistant, et puis le groupe d'amis. Essentiel, les amis. Le groupe d'amis, serrer les coudes. Quand on a envoyé une qui faiblissait un peu, elle faiblissait quoi? Le symptôme, elle allait plus se laver minimum, elle mangeait plus le peu de soupe qu'on avait. Celle-là, il faut l'encadrer. Alors, soutien moral. Et puis, on se regroupait entre nous, on a même fait des petites fêtes. On a monté une chorale secrète, clandestine. Par exemple, en fin d'après-midi ou le dimanche, on chantait. On avait monté une chorale. Alors, quand arrivait une ronde de SS, on se dispersait, on recommençait plus loin, entretenir le moral. Voyez. Et moi, j'ai fabriqué les petits objets. Tu veux sortir le mouchoir? Voilà. Alors, fêtez les anniversaires. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai ramené des souvenirs. Par exemple, un petit mouchoir. Qu'est-ce que c'est un petit mouchoir? C'est franchement rien. Mais c'est extraordinaire. Voilà mon cadeau d'anniversaire. Voyez? Alors, une camarade a sorti un petit bout de tissu, à ses risques et périls. Elle a trouvé des fils, elle a brodé mon nom. Et voilà, vous pouvez le faire circuler. Qu'est-ce qu'il veut vous leur montrer? Des objets cadeaux. Des objets cadeaux. Voilà comment on restait des femmes pensantes. Et puis alors moi, quand j'étais chez Siemens, j'ai fabriqué des petits objets cadeaux. Alors j'en ai ramené quelques-uns, ce qui est assez extraordinaire, dans des interrupteurs calés pour les avions. Là, je ne sais pas si on peut les voir. J'ai sculpté ces petits objets. C'était des petits interrupteurs pour les avions, pas plus grands que ça. Et je sculptais des petits objets cadeaux. Chacune faisait quelque chose. Et on se réunissait le soir, et puis on chantait entre nous dans les baraques du soutien moral. Et il y en a même des jeunes déportés qui ne connaissaient pas grand-chose. On leur assurait des formations par rapport à la résistance et tout ça. Voilà comment ça a aidé à tenir au camp, envers et contre tous. Voilà. Parce que je dis souvent, les nazis, les SS, ils voulaient nous faire donner des objets, des choses, des êtres à exploiter jusqu'à la mort. Et nous, on disait, ils veulent nous déshumaniser. En fait, ils étaient plus déshumanisés que nous. J'en ai eu plusieurs preuves que petit à petit.